Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une, 10 jours qu'ils sont en grève, les pilotes d'Air Guyane nous parlent ce soir de leurs conditions de travail, jugées sommaires, et de leur rémunération proche du SMIC. Elles confectionnent à la main des bijoux, des sacs ou encore des objets décoratifs. Heidi Assanji est une entrepreneure saint-laurentaise qui prône le 100% local. Vous découvrirez ses produits, véritable vitrine de nos cultures. La Ligue de judo de Guyane veut installer un pôle à Irakubo. Des cours d'initiation ont déjà commencé. Une alternative dans cette commune où le football était jusqu'à maintenant le seul sport proposé aux habitants. Ils sont 14 grévistes sur 15. Les pilotes d'Air Guyane demandent une revalorisation de leur salaire. Ils nous parlent de leurs revendications, les difficultés pour lesquelles ils disent stop et attendent des réponses de leur direction. Voyez le reportage de Vanessa Etienne et de Clotilde Séraphin-Georges. Ils se considèrent comme les smicards de l'aviation. Air Guyane est l'une des compagnies avec une rémunération parmi les plus basses d'Europe. Aujourd'hui, après plusieurs années d'études, un pilote débute avec un salaire net de 1 700 €, soit environ 13 € de l'heure. Aujourd'hui, la difficulté que nous, copilotes, rencontrons en Guyane, ce sont les salaires bas. On parle aujourd'hui d'un salaire brut de 2 100 € pour un copilote, ce qui équivaut à plus ou moins 1 700 € net. Donc je voudrais que la population comprenne bien qu'aujourd'hui, pour former un pilote, donc un copilote, on parle de formations qui tournent dans les environs de 100 000 à 130 000 €. Donc il faut comprendre qu'à la fin du mois, on a des prêts à rembourser qui sont assez conséquents. Des pilotes qui n'ont aucune envie de faire souffrir les populations isolées, mais qui demandent une revalorisation sérieuse de leur salaire pour vivre dignement et de meilleures conditions de travail. On souhaiterait dans un premier temps s'excuser auprès de toutes les populations enclavées qui subissent en fait les ressorts de toute cette grève. Mais nos conditions de travail sont insupportables. Donc dans un premier temps, nous volons dans des conditions de régions hostiles, mais aussi les infrastructures qui ne sont pas forcément adéquates avec nos conditions de travail. On ne peut plus tolérer d'être aussi dévalorisé dans tout ce qu'on fait au quotidien par notre patron. Les perspectives d'avenir sont réduites. Les infrastructures en Guyane n'évoluent pas assez vite par rapport à la population. Les aéroports, les aérodromes sont trop petits et les pistes actuelles ne sont pas en capacité pour accueillir des avions plus importants. Pour être très concret, un ATR au jour d'aujourd'hui en Guyane, même si on devait avoir une piste à Maripasoula qui pouvait accueillir cet avion, l'aérodrome lui-même n'étant pas muni de sûreté, on ne pourrait pas inclure dans le dispositif local actuellement un appareil de ce type. Et donc les pilotes locaux ne pourraient pas évoluer et naturellement leurs conditions salariales n'évolueraient pas en conséquence. Aucune avancée dans ce conflit pour l'instant. Depuis 10 jours, 14 pilotes de Guyane sont en grève, mais aussi 59 pilotes en Guadeloupe et en Martinique. Justement, nous prenons la direction de la Guadeloupe. Voyage annulé ou décalé, vacances compromises. Les conséquences de cette grève des pilotes qui concerne aussi Air Antilles sont nombreuses. Les agences de voyage tentent de maintenir un service client de qualité, mais ce n'est pas gagné. Le point avec Rudy Rilsi. Dans les agences de voyage, la grève des pilotes à Air Antilles stresse de plus en plus les clients. Et le bateau, les tarifs, ce serait quoi ? Qui doivent trouver à tout prix des solutions de départ et cela a un impact sur leurs commandes. J'aurais peut-être eu plus de choix et des tarifs plus intéressants aussi s'il y avait eu plus de disponibilité. Voilà, quoi. Pour satisfaire le besoin de vacances de leurs clients, les opérateurs de voyage doivent proposer des solutions de remplacement qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Nous avons eu des annulations sur les destinations telles que la Barbade. Nous avons des séjours à venir sur Sainte-Lucie, la Dominique, où il n'y a pas de possibilité d'acheminement. Le surcoût total de cette grève pour les agences de voyage n'est pas encore totalement chiffré. Mais les premières estimations font craindre un chiffre très important dans cette agence. Le nombre de passagers pénalisés grossit jour après jour. Sur la République dominicaine, en charter, on a une 50aine de personnes. Pour les semaines à venir, plus d'une centaine. Et là, nous n'avons pas encore de solution.
Les professionnels du voyage appellent au bon sens des acteurs pour qu'une solution rapide soit trouvée avant le pic de la saison. Les pilotes sont en grève illimitée depuis le 14 juillet dernier. En politique, Emmanuel Macron a pris l'avion aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Une visite au pas de charge de 48 heures, alors quel est le programme du président de la République? Sur place, Laurence Théatin. C'est dans un climat politique très tendu qu'Emmanuel Macron vient ici, en Nouvelle-Calédonie. 3 référendums ont été organisés depuis sa précédente venue en 2018, avec la même réponse, le non à l'indépendance. Mais le 3e et dernier référendum est contesté par les indépendantistes du FLNKS. Et depuis, le dialogue est rompu entre non-indépendantistes et indépendantistes. Et après une première journée consacrée à la jeunesse, à l'agriculture et au réchauffement climatique, la seconde journée sera très politique. Emmanuel Macron tentera de rassembler les Calédoniens et de rétablir la confiance commune nécessaire à l'élaboration d'un futur statut pérenne. Le point d'achoppement principal est l'élargissement du corps électoral en vue des élections provinciales l'année prochaine. Corps électoral figé depuis 1998. Alors Emmanuel Macron saura-t-il trouver les mots du consensus très attendu par la population? Et l'Élysée ne se donne aucun objectif pour cette visite. Un prochain rendez-vous avec les forces politiques calédoniennes est déjà prévu à la fin du mois d'août. Retour chez nous, on s'intéresse maintenant à cette jeune entrepreneure et artisane. Heidi Assonji crée des bijoux et des accessoires dans son atelier à Saint-Laurent-du-Maroni. Son credo, valoriser les cultures de Guyane et le fait main. Son portrait signé Terence Moy. On pourrait croire à un mirage en plein désert. Pourtant, la boutique Orichic Design existe bel et bien depuis 2 ans en plein cœur de Saint-Laurent. Bonjour, bienvenue dans ma boutique. Suivez-moi. Colliers, bracelets, bijoux, tous les accessoires du chic sont concentrés dans cette petite boutique. Heidi Assonji s'est lancée dans la création il y a 7 ans, en partie grâce à son petit frère, revenu du Japon avec quelques cadeaux. L'origami, c'est un art japonais. D'ailleurs, j'ai commencé avec l'origami, avec des boucles d'oreilles, comme ça d'ailleurs. Ça, c'était mon tout début. Très vite, sa passion se développe, elle commence à trouver son propre style. Je suis partie de l'origami, mais pour moi, l'origami, en fait, ça ne me caractérisait pas. Donc j'ai voulu m'arrêter pour m'identifier, pour parler de ma culture. Donc du coup, j'ai choisi l'art tembé. Un style qui plaît à ses clients. L'inspiration prise dans l'art tembé rend ses créations uniques, indispensables pour sortir du lot. Oui, l'art tembé, franchement. Après, les significations, je ne sais pas, mais les couleurs, en fait, ça attire. Ce sont des belles couleurs, elles sont en harmonie, en fait. Donc ça me plaît. Le seul problème qui reste, c'est de faire son choix. Guyane ou art tembé. On prend les deux, hein. On prend les deux. C'est bon. Choix fait. Dans cette boutique, tout est fait à la main, sur place, à l'inverse des produits importés qui inondent la capitale de l'Ouest. Par exemple, sur celui-ci, le procédé, je viens imprimer mes figures. Ensuite, je viens avec une colle spécifique piéger le support. Son véritable trésor se trouve dans son atelier, sa famille, qui la soutient depuis le début. Ma fille, Raissa, ma maman, Hilda, et mon fils, Chrisley. La pièce en préparation est un collier à franges. Tous les jours, la petite équipe prépare plusieurs pièces pour fournir la boutique. Pour la créatrice, les journées sont longues, surtout après le travail. Ma mère fera la suite. Nous, on enfile et elle finit. Je peux sortir jusqu'à 10 pièces par soir. Ça dépend vraiment de l'inspiration. Quand je suis bien inspirée, j'ai juste envie de créer et de ne pas m'arrêter. Plus de 1000 articles quotidiennement affichés dans la boutique physique. Une présence en ligne qui prend de l'ampleur. Heidi vit un rêve chaque jour un peu plus réel. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils se tournent vraiment vers le local, qu'ils abandonnent un peu, je dirais, le bling-bling et se disent, voilà, nous sommes chez nous, on a du potentiel chez nous et valorisons justement ce qu'il y a chez nous. Après une présence à la foire de Paris et à l'élection Miss Guyane, la prochaine étape est la foire de Marseille en septembre pour se rapprocher de son objectif,
réaliser un grand défilé à l'international. On reste dans la capitale de l'Ouest. La vente des baraques pour la fête patronale prévue en août prochain eut lieu hier sur la place de la République. Et pour ne pas changer, les tenanciers étaient en effervescence. Dans un article disponible sur notre site internet, Éric Léan revient sur cette tradition et sur les problèmes organisationnels relevés cette année. C'est un événement sportif incontournable en Martinique. Le Tour des Yoles approche à grands pas. Les catamarans à louer se font déjà rares et lorsqu'il reste des bateaux disponibles, les responsables imposent des garanties solides pour prévoir les mauvaises surprises récurrentes pendant cette période. Caroline Antiche-Martin et Corentin Belard. Dans 8 jours, le ponton 4 de la marina du Marin sera quasiment vide. Les 60 unités de cette flotte, la plus importante de Martinique, ont toutes été louées, notamment pour le Tour des Yoles. On a 25 bateaux qui partent juste pour le Tour des Yoles, donc tous nos bateaux sont loués, on n'a plus de disponibilité. Ça commence dès le début de l'année pour les réservations sur le Tour des Yoles. Dès qu'on a la date qui est définie du Tour, là on a toutes les réservations qui tombent et les bateaux sont très rapidement bookés. Malgré la demande, le tarif basse saison reste inchangé, soit environ 10 000 € la semaine avec équipage pour ce catamaran de 52 pieds. Une période lucrative donc, pourtant certaines agences refusent de louer par crainte de la casse. Il y a un mélange de plusieurs éléments, notamment le côté atlantique qui est quand même une zone un peu compliquée, dangereuse avec les barrières de corail, les récifs, etc. Peut-être aussi un mélange de un peu trop de fêtes, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça qui font qu'il y a un peu moins d'abris. Donc et aussi la météo peut-être, si elle est défavorable, peut-être aussi une des raisons de la casse qui arrive des fois malheureusement pendant cette période. Pour limiter les risques, cet autre loueur exige des garanties solides, techniques et financières. On a une caution qui est légèrement plus importante qu'en saison classique ou en location classique. On demande absolument que les gens qui louent des bateaux louent avec des skippers professionnels. Donc en amont, on va nous contrôler et surveiller que tout est bien dans les règles. On va leur demander un respect du nombre de passagers à bord. On va mettre en place un nombre de gilets en fonction de ça. Et puis après, demander aux équipages d'être très très vigilants, 2 fois plus qu'à l'habitude par rapport au monde qu'il y a sur l'événement. Un Tour des Yoles parfois considéré à haut risque par les loueurs de la casse. Effectivement, il y en a liés aux conditions météo, à certaines étapes, mais aussi au mauvais comportement. Un loueur qui tient à rester anonyme nous a raconté cette anecdote d'un locataire qui prétendait se rendre à Sainte-Lucie, mais qui a en fait suivi le Tour des Yoles. Il s'est échoué à Sainte-Anne, résultat entre 15 et 20 000 € de dégâts et le bateau immobilisé pendant 1 mois. Je vous le disais en début de journal, sur la liste des activités sportives que les habitants peuvent pratiquer à Irakubo, le football est la seule possibilité. Cela pourrait changer depuis quelques mois. La Ligue de judo de Guyane tente de s'y implanter en séduisant le public à Terence Moy. Pour ce cours d'initiation de judo, pas de frayeur. Les techniques enseignées sont simples et servent surtout à trouver l'équilibre. Mais c'est déjà suffisant pour redonner le sourire aux jeunes de la commune d'Irakubo. C'est un nouveau souffle. Mais je pense qu'à Irakubo, il devrait avoir plus d'activités pour que les autres enfants viennent plus. Car à part le football, le choix était inexistant. Depuis octobre dernier, ce sport né au Japon en 1882 permet aux apprentis de se dépenser autrement. Moi, ça m'échauffe, moi je suis tout le temps chauffé. Ça me donne plus d'énergie, comme ça on se pratique des activités. T'aimes bien le judo, t'aimes bien voir ça ici à Irakubo? J'aime bien combattre le judo, c'est bien. J'aime bien les techniques qu'ils font. Avec près d'une vingtaine de jeunes par séance, c'est un succès pour les maîtres et pour les parents. Les jeunes, des fois, ils se disent qu'il y en a tout le temps pour les autres, d'autres communes. Et le fait de l'avoir sur place, c'est très bien. Et je pense que justement, même pour mes enfants, si ça leur permet de travailler la maîtrise de soi, le calme, ce serait génial. Je pense comme tous parents, on a besoin d'avoir effectivement des enfants un peu plus concentrés, maîtrisés sur eux-mêmes. Donc c'est très très bien. Ouvrir ce club de judo à Irakubo est une idée qui trotte dans la tête du président de la Ligue depuis un moment. L'essentiel pour lui était de s'assurer qu'il soit pleinement intégré et accepté par la commune. L'objectif, c'est de faire aussi du judo, mais aussi, il y a 4 communautés ici, que ces communautés puissent se brasser, et se brassent déjà, mais encore plus se brasser, puisqu'on doit construire un dojo sur ce territoire,
Et voilà, et ça sera un lieu de rencontre, pas que pour le judo. La mairie de son côté soutient ce projet de création d'un dojo dont les travaux devraient démarrer en août. Nous, la mairie, tout ce qu'on a eu à mettre, c'est de mettre le foncier à disposition avec le bâtisse qui existait dedans. Donc, c'est sûr que ça demande, mais comme j'ai dit, je le répète, ça sera un dojo à multifonction. Si le projet se réalise, les habitants de la commune pourraient avoir le choix entre du football et du judo dès la prochaine rentrée scolaire. 0 partout. Les Bleus ont affronté aujourd'hui l'équipe de la Jamaïque en Australie pour le premier match de la Coupe du Monde de football féminin. Même si elles ont contrôlé la partie, les joueuses d'Hervé Renard n'ont pas réussi à briser la défense de leur adversaire. Les détails du match avec Esther Aptibol. 90e minute, l'attaquante Kadi Diatou Diani tente un dernier tir. La balle tape la barre, l'équipe jamaïcaine est sauvée. L'espoir de marquer s'envole pour les Bleus à 6 minutes de la fin du match. Score final 0-0. Je pense qu'en première mi-temps, on a manqué, il y a eu trop de pertes de balles. On a manqué de justesse technique pour pouvoir mettre plus en difficulté cette équipe. Ils étaient bien compacts, bien agressifs. Dès leur arrivée sur le terrain, les Bleus mènent le jeu. Les actions s'enchaînent sans succès. Tirs ratés, passes manquées, aucune équipe ne parvient à marquer. Ils ont mis beaucoup d'intensité et puis il y avait le jeu était assez haché. C'était difficile d'avoir de la continuité dans le jeu et quand on en avait, on perdait des ballons trop facilement. Donc ça a été compliqué. Un match compliqué pour les Bleus et les Jamaïcaines. La capitaine Khadija Cho écope d'un carton rouge. Elle est exclue pour la prochaine rencontre. Les Bleus commencent donc timidement la Coupe du Monde. Les joueuses d'Hervé Renard affronteront le Brésil samedi prochain. Le prochain match des Bleus est prévu ce samedi 29 juillet. Elles joueront contre l'équipe du Brésil. Une vingtaine de jeunes passionnés de hip-hop se sont affrontés dans un battle organisé par Toucadan cet après-midi à Cayenne. Une confrontation dans les règles de l'art que le Centre de développement chorégraphique tient à organiser régulièrement. En voici un aperçu avec ces images signées Franck Fernandez. On n'est pas dans une relation de confrontation déjà du tout. Le danseur ou le jeune danseur va présenter son travail face à un jury et il sera au fur et à mesure sélectionné comme ça. Là, c'est vraiment une histoire de se confronter, d'être en face à face et de donner le maximum de soi-même et de créativité, d'inventivité et de technicité. La base, c'est la qualité technique, la virtuosité, la rapidité aussi, parce que les passages sont très courts, le lien à la musique, la musicalité du corps et le lien entre musique, mouvement et improvisation. Pour nous, Toucadan, on essaie de maintenir une régularité dans l'année et d'en organiser entre 4 ou 5 et si possible dans les villes différentes. Dans les villes comme Cayenne, Matoury, Macouria, Rémire-Montjoly, Kourou et j'espère Saint-Laurent bientôt. Voilà, c'est sur ces images que s'achève votre journal. Merci d'avoir été avec nous. Demain, le Guyane Soir sera présenté par Anthony Hilaire. Passez une très belle soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.